Qui sont les feux sacrés? Ils sont suisses et nous avons des raisons d'être fiers d'eux. Certains sont célèbres, d'autres pas. Certains ont fait de bonnes études ou éclatent de santé, d'autres pas. Ces hommes et ces femmes ont diversement réussi dans la vie, mais ils ont réussi leur vie. Comment ont-ils surmonté ces épreuves rencontrées? Ils ont accepté de parler de leur parcours. Ce sont nos feux sacrés. Notre feu sacré aujourd'hui est Yves Dana. Il est né sous le soleil d'Alexandrie et rien ne le prédisposait à devenir un sculpteur de renommée internationale. Il nous fait partager ses émotions et ses rêves, dévoile la blessure profonde de l'exil et nous emmène dans le monde mystérieux et fascinant des grands artistes. Bonjour Yves. Bonjour Viviane. Tu es un grand sculpteur avec un parcours très particulier. Merci de nous ouvrir ton royaume ici aujourd'hui. Où sommes-nous ? On est dans l'orangerie du parc Morpeau, qui est un bâtiment qui a été construit en 1820 pour héberger les arbres au fond. Et ça explique la hauteur du plafond, les grandes baies vitrées qui donnent sur le sud, et puis tout le rapport avec la nature au fond. Quand il y a des nuages qui passent dehors, on les sent passer, quand le ciel s'assombrit, il y a un rapport à l'extérieur qui est très présent. Comment as-tu commencé ? J'ai commencé la sculpture, je me suis pas dit je fais de la sculpture. J'ai commencé, j'ai fait des objets quand j'étais petit. J'allais dans les marchés, j'allais dans les brocantes, j'allais dans les décharges. Et je ramenais toutes sortes de choses comme ça, d'objets que la société avait rejetés, que la société avait décidé que c'était pas bien, que c'était pas beau. Et moi, je les ramenais d'abord dans la chambre chez mes parents. Je montais ça avec des moteurs, je mettais des bandes sonores et je m'amusais. Au fond, je m'amusais, j'avais pas du tout l'impression que c'était de la sculpture. C'est des choses très curieuses, mais enfin... Je m'amusais beaucoup, il y avait un côté satirique et ironique sur notre société. Et j'avais 15-16 ans. J'avais 15-16 ans quand j'ai fait ça. Et après les pots de chambre, qu'est-ce qu'il y a eu? Et après les pots de chambre, je suis rentré dans l'atelier de métal à Genève. J'ai fait de la sociologie d'abord. J'ai fait de la sociologie. Et puis pour vivre, j'étais professeur de mathématiques. Je donnais des cours de mathématiques dans un collège qui est ici juste à côté, d'ailleurs un peu par hasard. Mais j'ai enseigné les mathématiques pendant 5 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'on apprend beaucoup avec les élèves qui ont 15-16 ans. On apprend beaucoup sur soi-même, sur les autres, sur ce qu'est la vie. Et puis quand j'avais 24 ans, j'ai réussi à vivre de la sculpture. J'ai fait une première exposition, j'ai fait une deuxième exposition. Puis j'ai jamais tellement travaillé, je me suis dit je vais vivre avec la sculpture. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace pour travailler. Donc j'ai lâché les mathématiques. Il danse avec la vie comme pour mieux célébrer sa chance. Don du ciel et privilège de l'art, Yves Dana est sculpteur. Fer, bronze, pierre, aucun matériau ne lui résiste. Diplômé des Beaux-Arts de Genève depuis plus de 30 ans, cet ancien professeur de mathématiques ne répond plus qu'à une équation, celle de maîtriser la forme pour mieux l'apprivoiser. Yves Dana taille, découpe, modèle et harmonise pour des œuvres qui évoluent au gré de son inspiration. Qu'il s'agisse du fer ou de la pierre, c'est assez étonnant de voir un bonhomme qui n'est pas un colosse manier des choses de cette taille. Artiste aujourd'hui reconnu, artisan passionné, Yves Dana a déjà réalisé plus de 300 œuvres. Parfois monumentales, toujours pleines de finesse, elles s'exposent dans les galeries du monde entier et s'arrachent à prix d'or. D'origine égyptienne, Yves Dana est installé à Lausanne, havre de sérénité pour un sculpteur en perpétuelle gestation. Est-ce que tu as été élevé dans un milieu qui t'a prédisposé à l'art? Non, mes parents, enfin, m'ont pas poussé vers l'art ni vers la sculpture en plus du tout. Moi, je viens surtout d'une famille très équilibrée avec cette tolérance alexandrine de laisser faire les gens, de laisser la différence aux gens. Yves, que faisaient tes parents? Ils étaient commerçants à Alexandrie d'abord, et puis ensuite commerçants ici à Lausanne. Bon, les débuts ici étaient difficiles, ils ont dû tout recommencer à zéro. Ils ont transporté ce qu'ils avaient de richesse en eux, et ça, ils ont pu le vivre ici. Parce que ce n'étaient pas des richesses qui étaient dans des coffres, ils ont pu transporter ce qu'ils avaient dans leur cœur, ce qu'ils avaient de plaisir de vivre, et ils ont pu le reproduire ici à Lausanne. Et moi, c'est ça la chance que j'ai eue. C'est pas d'avoir été dans les musées ni les galeries, c'est pas ça qui m'a fait faire des sculptures, c'est d'avoir
senti cette foi dans la vie. Et dis-moi, tu te sens, paraît-il, plus sculptant que sculpteur. C'est un mot que tu emploies souvent, sculptant. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais sculptant peut-être, parce qu'au fond je cherche. Moi, c'est vrai que les gens disent que je suis sculpteur, les médias disent voilà, Yves Dana il est sculpteur, mais moi au fond dans mon quotidien, je cherche des choses, j'essaye de comprendre ce que c'est que la matière, de comprendre l'énergie qu'elle me donne, de comprendre la force qu'elle me donne ou bien les doutes qu'elle me donne. Parce que c'est un dialogue, au fond, la matière, que ce soit la pierre, que ce soit le fer, que ce soit le bronze. Quand on est lié à quelque chose aussi étroitement, c'est un dialogue et on apprend beaucoup de choses de cette matière. Alors je me dis sculptant parce que c'est une chose qui est en train de se faire et je ne me sens pas ni être arrivé à un point qui s'arrêterait, ni être arrivé à quoi que ce soit. Je me sens toujours un peu... plus j'en fais, plus j'ai l'impression que j'ai à apprendre encore. Et la matière, donc, tu en tires une énergie, je crois. Elle m'éduque d'abord, même c'est une énergie, c'est aussi des règles de vie, au fond, que j'apprends à travers la matière. Parce que c'est... Des fois, les gens se disent, il est artiste, il peut tout faire. On a l'image d'un artiste qui peut tout faire, où tout est possible. Mais au fond, je crois que justement, quand tout est possible, il faut trouver des règles. Parce que quand tout est possible, on glisse sinon. Et moi, j'ai l'impression justement que l'artiste peut-être, à sa façon, ou peut-être comme modèle pour les autres, donner un équilibre entre ce qu'est les règles et ce qu'est la liberté qui existe, qui est au-delà de chaque règle, qui est un espace qu'on peut inventer, qu'on peut créer, qu'on peut chercher au-dedans de chacun de soi, après qu'on soit sculpteur ou musicien ou plombier ou médecin. Tu dis que la matière te permet de sortir ce qui est enfoui au fond de toi. Tu pourrais me traduire un petit peu pour les gens qui nous regardent ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui est enfoui au fond de toi? C'est difficile à dire parce que des fois, j'aimerais pas le savoir exactement ce qui est au fond de moi. Je connais l'histoire de ma famille. Nous, on a une famille au fond qui a dû quitter un pays. Donc, il y a une histoire d'exil dans ma famille. Il y a l'histoire d'un abandon. D'une terre qui était riche, qui était aimée depuis plusieurs générations. Donc, il y a certainement de l'histoire d'un exil. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais 1 an et demi, donc j'étais petit. Je n'ai pas un souvenir direct, mais je pense que c'est une histoire qui est rentrée inconsciemment dans ma façon de comprendre les choses. Tu as donc tu as quitté tout bébé l'Égypte. L'Égypte, oui. Qui était un beau pays, un pays de grande tolérance, un pays lié à un passé aussi, un passé sculptural quand même évidemment, mais aussi un pays où je pense qu'il y avait plusieurs communautés qui vivaient. Il y avait la communauté grecque, l'italienne, la juive, la chrétienne, et tout le monde vivait pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles. Il y a eu un mélange de ces différentes cultures, une grande tolérance, un grand humour, je crois aussi, de toutes ces communautés qui se côtoyaient. Et je crois aussi que dans ma sculpture, il y a peut-être ça que j'ai transporté au fond. Il y a ces choses qui se côtoient. Il y a des parties brutes, il y a des parties lisses, il y a des parties plus sombres, il y a des parties plus intérieures. Et puis il y a des parties aussi qui sont plus liées à cette Alexandrie qui était flamboyante, qui était une ville où on s'amusait, où on bercé par les bords de la Méditerranée et par le soleil. Donc je pense qu'il y a ces choses qui se sont empilées dans mes mains, dans la matière. Et puis la pierre, c'est une mémoire de vie. Au fond, la pierre, il faut l'imaginer liquide quand elle est formée il y a des millions d'années. Elle est liquide, puis tout d'un coup, elle se fige. Et je crois qu'elle donne une mémoire de la chaleur qu'elle a reçue, du mouvement qu'elle a reçu. Et quand je la regarde avant de la couper, avant de tailler dedans, il y a un bout de cette mémoire qui est toujours là. Orbe, un petit village niché à quelques encablures de Lausanne. C'est ici, dans cette carrière de pierre, qu'Yves Dana vient chercher ses trésors. Il y retrouve très régulièrement son complice de travail Alain Voss. Lui-même est sculpteur professionnel et sa mission est de présélectionner la matière. Il aime bien des pierres très sobres dans leur contenu, donc pas trop flatteuses.
pas un marbre, par exemple, très veiné, ou des choses qui sont très riches dans la couleur, comme ça. Il aime bien des pierres où on sent leur dureté. Il aime bien des pierres de caractère. Le point où il est là, c'est ce point-là. Ouais, c'est bon, on peut tracer. Une fois la pierre choisie, les premières réalisations peuvent débuter. Dans l'atelier d'Alain, Yves expérimente, imagine et s'inspire, avec l'exigence d'un art sans cesse renouvelé. C'est un homme qui a toujours fait de la recherche sur son travail, donc il n'est jamais resté stagné dans une démarche et qui s'est contenté que de cette démarche-là. C'est quelqu'un qui a toujours voulu travailler, aller un peu plus loin. Il cherche. Le sculpteur n'a pas toujours fait de la pierre sa matière favorite. À ses débuts, les recherches artistiques d'Yves Danin se concentraient sur le fer. De l'âge de fer à l'âge de pierre, à l'origine de ce changement de cap, un séjour de 6 mois du côté d'Alexandrie. Retour aux sources bouleversant pour cet Égyptien d'origine, les œuvres d'Yves Danin sont aujourd'hui pleinement imprégnées de ce voyage initiatique. Je pense qu'on revient toujours un petit peu sur ses racines. C'est pour ça qu'il veut aussi faire des grandes choses, peut-être à l'image de l'Égypte. Yves, il y a une certaine nostalgie en toi. Mais peut-être qu'il y a, comme tous les exilés, je pense qu'il y a un fragment de paradis perdu, peut-être, qui traîne dans mon cerveau, dans mes mains, dans l'histoire de ma famille. Mais au fond, moi j'ai un caractère rêveur un peu. C'est vrai que si je regarde la lune ou si je regarde un ciel, je pense à plein de choses comme tout le monde d'ailleurs. Mais ce qui se mélange aussi chez moi, c'est la volonté aussi de construire, c'est-à-dire de tailler un morceau de pierre, d'attaquer le fer, qui sont des matériaux rebelles. Au fond, j'ai toujours choisi, si je regarde un peu mon trajet, j'ai commencé avec du fer, maintenant je fais des pierres, c'est des pierres dures. Et ces matériaux durs, ils requièrent beaucoup d'énergie, au fond. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Un morceau de pierre, si on le regarde, ça ne fait pas une sculpture. Donc, il demande beaucoup d'énergie, il demande beaucoup de chercher. Et au fond, plus la matière est dure, plus je dois me donner, plus je dois, je pense, m'investir. Et puis je crois que le geste est plus large alors avec ces matériaux qui résistent. Et c'est pour ça peut-être que j'aime la sculpture en général, mais surtout ces matériaux durs qui font que je dois sortir de moi-même. Et dans ce mouvement, je vais peut-être plus loin que si j'étais avec une matière molle qui se donne tout de suite. C'est un peu peut-être comme un joueur de tennis qui s'il a tout le temps des balles faciles, il ne pourra pas trouver un coup audacieux, il ne pourra pas trouver un coup au dehors de la moyenne. Et moi, cette matière qui me regarde, qui est figée, elle m'oblige à aller plus loin. Même quand je commence une sculpture, je ne sais même pas quelle forme elle aura, c'est elle qui me parle beaucoup. Je la commence à un endroit, et puis si elle a un mouvement qui va dans un sens, je vais dire peut-être qu'elle aurait envie d'avoir le mouvement inverse qui va dans l'autre sens, comme ça elle-même, elle trouve son équilibre, et elle peut mieux exister. Alors cette nostalgie du pays perdu t'a ramené au Caire, je crois, pour un temps de réflexion et de travail. Mais c'est vrai que le destin a des fois des drôles de contours parce qu'on a quitté l'Égypte donc en 60 et en 96, j'ai eu la possibilité de retourner travailler en Égypte dans des circonstances hasardeuses, pas du tout parce que j'étais né là-bas. Mais au fond, il y avait une maison qui était à disposition pour les artistes et on pouvait y faire des séjours de 6 mois. Et là, j'ai trouvé tout d'un coup des ressources au fond de moi qui m'ont fait passablement changer mes formes. Bon, ça c'est un peu des détails, mais c'est peut-être, si je regarde les pièces d'avant l'Égypte et d'après l'Égypte, je pense qu'il y a un gros virage. Il y a des pièces au fond peut-être moins séductrices, plus essentielles peut-être. Ça a été un grand moment de réflexion et de retour sur toi-même. C'est un moment, au fond, très particulier dans ces 30 ans presque de sculpture, maintenant. D'abord, je pense que c'est le premier virage vers la pierre, au fond. Je pense que, même si j'ai fait de la pierre 4 ans après, si je regarde les pièces faites en Égypte, elles ont déjà un côté minéral. On sent qu'elles sont en train de se minéraliser. Il y a des structures d'érosion, il y a des structures de minéralisation qui sont en train de se marquer, même si c'est dans du métal, même si c'est dans du plâtre et du bronze par la suite. Mais il y a quelque chose qui est en train de se minéraliser. J'avais 36 ans quand j'étais en Égypte et je pense qu'il y a des changements en moi qui se faisaient que je ne sentais pas très consciemment, mais il y avait sûrement des choses qui bougeaient. Peut-être moins l'envie de guerroyer avec le fer, peut-être l'envie d'être plus proche de soi. Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que tu regardes la nature ? Est-ce que tu te réveilles le matin tout à coup en te disant « j'ai envie de créer ça » ?
tu penses à une forme. Comment ça se passe? Il ne se passe pas tant de choses différentes de suite, tout un chacun. J'ai fait déjà beaucoup de sculptures, et puis elle se féconde elle-même aussi. Il y a une sculpture qui va en pondre une autre, si je peux dire. Et moi, j'essaie juste de suivre. Au fond, il faudrait garder la concentration pour pas... Parce qu'une idée que j'ai des fois, il y a une sculpture, par exemple, qui se casse, il y a un éclat qui tombe. Et je regarde cet éclat et je trouve qu'il y a une chose magnifique parce qu'il est inattendu. Moi, j'aurais pas osé faire ça. Je dis pas que ce qui est tombé, ça fait une sculpture, mais il y a peut-être dans l'accident d'une forme, dans la découpe du caillou, il y a quelque chose qui m'est dit. Et moi, au fond, l'énergie que j'ai maintenant, c'est de regarder ça et de dire, voilà, là, il y a un message qui m'est donné, il faut que j'arrive à le cerner. Et moi, je me sens plus archéologue que créateur. Au fond, quand je finis une pièce et que j'en suis content, j'ai l'impression qu'elle avait toujours existé, au fond, que moi, j'ai juste peut-être aidé à la faire sortir d'un temps ancien, d'un fond marin, je sais pas. D'ailleurs, si on regarde un caillou, il est tellement beau, si on regarde un caillou qui a été roulé par une rivière, je me dis, au fond, à quoi ça sert de faire des sculptures? Les cailloux sur le lit d'une rivière sont tellement beaux. Si on regarde une graine quand elle tombe d'un arbre avec toutes les merveilles, les couleurs et l'invention des formes qu'elle a, à quoi ça sert de faire des sculptures? Des fois, je me dis, ça sert à rien et je ferais mieux d'arrêter. Et puis, des fois, je me dis, au fond, ça me donne... c'est les jours de déprime, Yves? C'est les jours où il y a des questions, parce qu'il y a beaucoup de jours où il y a des doutes et il y a des questions. C'est vrai. Et puis... je me dis, si je fais une sculpture, ça donne un sens à ma vie, ça donne peut-être de la joie à mes proches, ça donne de la joie à ceux qui aiment mon travail, ça donne de la joie à ceux qui voient content parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qu'il aime. Il fait partie de ceux qui ont vu débuter le sculpteur. Yvan Derame a fait la connaissance d'Yves Danin il y a de cela 25 ans. Aujourd'hui directeur d'une régie immobilière à Lausanne, il se souvient des premières œuvres de son ami. Les premiers souvenirs que j'ai de lui, c'est de sa toute première exposition qui était absolument catastrophique. Et puis il avait trouvé un petit endroit pour faire une galerie. Et on s'était retrouvés avec du rosé un peu dur et un certain nombre de copains à voir ses pots de chambre et ses fils de fer. Ça, c'était un drôle de souvenir. Je me disais, oh, Yves, il n'est pas terrible. Puis voilà, ça, c'est les premiers souvenirs. Je me rends compte que son œuvre, je l'aime peut-être pas du tout comme lui l'aime. Hein? Simplement, elle fait écho chez moi, elle me donne du rêve, et puis je pars en voyage avec ce qu'il a fait. Puis derrière ça, il y a un petit lutin très vif qui a une énergie folle, parce que ce qu'il fait demande une énergie énorme, de se battre contre le fer, puis maintenant contre ou avec la pierre. Et puis on sent qu'il a été, comme il tape dans ses œuvres pour les transformer, il a été tapé par la vie lui aussi. Tu pourrais décrire ce qui te remet en selle quand tu as ces moments de déprime? Comment est-ce que tu reprends ton feu sacré, en quelque sorte? Qu'est-ce qui me fait reprendre? Je crois que c'est la foi dans la vie. J'ai des parents qui sont très enthousiastes, qui ont dû refaire une deuxième vie ici en arrivant en Suisse. Ils ne se sont pas effondrés. C'est dur de parler de ça. C'est dur de parler de ça. Au fond... Mais j'aime l'enthousiasme qu'ils ont eu. Et peut-être c'est celui-là que j'ai au fond de moi encore aujourd'hui. Tu as fait plus de 350 sculptures, je crois. Il y a un acharnement, c'est vrai, c'est beaucoup d'acharnement. J'ai commencé quand j'avais 15-16 ans à faire des sculptures. Et c'est vrai que depuis, j'ai fait 350 sculptures, à peu près, je crois. Elles sont beaucoup dispersées ici et là. J'en ai quelques-unes que je garde ici à l'atelier parce qu'elles sont des moments de ma vie et puis j'aime les retrouver des fois. Mais c'est un peu comme des enfants. Je suis content aussi de les voir chez des gens. Je suis content de les voir dans d'autres espaces. C'est aussi, elles ont à se faire leur monde en dehors de moi qui les ai faits. Puis je ne les ai pas tout à fait faits parce qu'il y a eu plein de hasards. Comme la sculpture, il y a toujours des hasards qui se passent. C'est-à-dire? Il y a un moment, il y a une plaque qui se tord. Quand je fais du fer, il y a une plaque qui va se tordre. C'était pas prévu. Elle reçoit un coup de chaleur, donc il y aura une courbe qui n'était pas prévue. Alors je vais le garder ou je vais le couper. Mais il me met ailleurs. Dans le Talmud, il est dit, par exemple, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaîtrait déjà, car tu pourrais ne pas t'égarer.
Et j'aime beaucoup cette idée, au fond, que la vie ne doit pas être trop marquée, parce que si on veut une chose, c'est pas le meilleur moyen de l'obtenir. Il faut être en état de disponibilité pour obtenir une chose. Il faut être en état de calme intérieur, il faut être en état de sérénité, si on peut dire. C'est peut-être un grand mot, mais il faut être prêt à accueillir la vie. Parce que si on la veut trop, on va la serrer et puis on risque de l'étrangler. Il faut la tenir juste avec les mains ouvertes. Et puis il y a des miracles qui viennent, il y a des fois rien qui vient, mais il faut pas essayer de l'enfermer. Je crois que la sculpture, moi j'aime beaucoup la sculpture parce qu'au fond, bon, il faut la faire, mais il faut aussi la caresser. C'est une chose qui se touche. Les courbes, moi je les contrôle avec les mains, pas avec les yeux. Ça se caresse, la sculpture. Et la caresse, c'est un geste qui n'attrape pas. C'est un geste qui laisse la présence à l'autre. C'est un geste où il y a un dialogue, au fond. Et c'est ça que j'aime dans la sculpture. C'est au fond de caresser la matière. Quand une œuvre est terminée, tu as un sentiment de plénitude? Tu as le sentiment que ça y est, c'est fini? Ou est-ce que tu la retouches encore, tu y reviens? Est-ce que tu les reprends longtemps après? Je ne les reprends pas, non. Quand je finis une pièce, il y a d'abord un chagrin. Il y a un petit chagrin d'abord de finir une chose. Il y a un chagrin aussi parce qu'elle n'est jamais aussi bien que ce qu'elle était dans mon rêve. Au fond, au moment où je commence la pièce ou en cours de travail, j'ai quelque chose dans ma tête qui est très précis, ou pas précis, mais enfin qui est vraiment très très bien. Et puis après, bon, la matière, elle est comme elle est. Elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais elle est là. Elle s'arrête là. Je crois que c'est aussi une des mécaniques qui fait que je commence une autre pièce, que je ne peux pas m'arrêter là. Mais une pièce, c'est presque un peu une petite mort. Il y a un côté d'une chose qui s'arrête. Et quand tu vends tes œuvres, alors c'est un vrai départ, ça? Oui, mais si je vois, il y a la joie des gens qui l'accueillent, il y a la joie des gens qui l'aiment. Ça contrebalance. Le chagrin, il existe. Hein, c'est vrai qu'il existe de voir une pièce sur laquelle on a tout donné. Mais moi, j'ai mes mains pour continuer à faire des sculptures. Si j'avais un accident, peut-être avec mes mains, peut-être je ne vendrais plus de sculptures. Mais aujourd'hui, je peux faire encore des sculptures. J'ai la santé, j'ai les envies, Donc c'est bien que ces pièces se dispersent et qu'elles rendent que l'espace s'agrandisse. Ce jardin. Écoute, là on est juste sous mon atelier là, et puis c'est vrai que je fais pas beaucoup de balades dehors, parce que j'aime bien rester à l'atelier, mais là il y a des grands arbres, il y a une très belle respiration. C'est beau, oui. Oui, c'est beau. Alors Yves, tu as un côté très épicurien, je crois. Assez, parce que avec les... Non, mais avec la pierre, c'est vrai que je disais c'est un dialogue, mais c'est quand même un travail assez solitaire. Et puis, le soir, je suis content d'organiser une table, de retrouver des amis, de boire du vin, de faire la cuisine. Parce que la cuisine, moi, je trouve que c'est très proche de la... Tu fais bien la cuisine? Je me débrouille, je crois. Enfin, mes amis trouvent que c'est bien. Mais... Ils trouvent que c'est bien? Oui, ils trouvent que c'est bien. Alors, ça doit être très bien. Mais j'aime réunir une table. Je trouve qu'autour d'une table, ils s'échangent des choses qu'on n'échange pas si on boit un café. Il y a un plaisir de manger la vie, de manger le temps et d'oublier un peu tout. Tu as beaucoup d'amis, d'amis aiment se retrouver autour de toi et autour de... L'atelier, c'est beau aussi parce qu'on oublie tout, il n'y a pas de meubles, c'est aussi un climat particulier. Ouais, il y a les lumières de la nuit de l'atelier, il y a tout un climat comme ça qui fait que les gens oublient où ils sont. C'est joli, ça. Je crois que tu as un atelier en Toscane? Et puis je vais souvent en Toscane, parce que j'ai une petite maison avec un petit bout de jardin avec des oliviers, et puis je peux y travailler là à l'ombre des arbres. Il n'y a jamais de vacances pour toi? Il n'y a jamais de travail, alors c'est... Oui, tu considères au fond, c'est le bonheur le travail, c'est ça? Moi, si je peux faire des choses, je suis content. Mais maintenant, peut-être je prends aussi des fois le temps de ne pas faire, hein, de juste de regarder.
Yves, tu es la preuve qu'un artiste, ça n'est pas obligatoirement un être déchiré, souffrant. Il y a des questions, mais c'est vrai que j'ai un tempérament qui aime rebondir. Au fond, j'ai mes questions, j'ai mes doutes, j'ai mes moments où tout s'effondre. Mais au fond, j'aime rebondir et je sais qu'il y a plus de force dans ce moment où on rebondit. Parce qu'on a l'énergie du fond et l'énergie de se relever. C'est une notion d'espoir, au fond. Il y a une notion peut-être d'espoir ou d'espoir, on pourrait dire. Salut l'artiste. Merci Yves. Merci Viviane.